On va laisser encore les gens arriver tranquillement pendant 5 minutes et puis dans 5 minutes, on pourra commencer. C'est toujours bon au niveau du partage d'écran? Pour moi, oui. Je pense que pour les autres, normalement, il y a pas de raison que ça ne le soit pas. Donc, oui, s'il y a eu des nouveaux arrivants, je réitère mes excuses pour le mail un peu froid de réponse que j'ai pu faire dans la précipitation aujourd'hui pour que vous ayez bien l'exemplier et le lien de la conférence. Je sais qu'il y avait eu un problème avec notamment Marco, que je vois ici, donc je suis content que cette fois-ci, tout ait fonctionné et tout ait pu être transmis à temps. Alors, bon, allez, au chiffre fatidique de la 10e personne, je lancerai la conférence plus officiellement, si elle arrive. Elle est arrivée. Du coup, donc très rapidement pour laisser aux gens le temps de s'installer, de venir, je remercie vivement Olivia de se prêter à l'exercice de la conférence pour l'évidence poétique. Quand j'avais lancé le cycle de conférences l'été dernier, j'avais en fait deux objectifs principaux. Le premier, c'était de faire découvrir tout au long de l'année une pluralité de poètes qui sont différents, que ce soit par leur époque, même si on reste dans le XXe siècle, ou par leur style, par leurs idées poétiques. Alors pour le coup, avec un enchaînement tel que Claudel, Tarcos, Aimé Césaire, je pense qu'au niveau de la diversité, quelle qu'elle soit, au niveau du style des époques, on est dans des choses qui sont très différentes et ça me fait vraiment très plaisir. Alors il y a aussi en plus Savitskaya, donc vraiment des poètes très différents. Donc je suis vraiment très heureux de pouvoir aborder différentes poétiques de cette manière-là. Et puis l'autre chose qui me tenait vraiment à cœur, c'était de donner la parole à des personnes qui étaient passionnées par l'artiste ou par le poète qu'elles allaient étudier. Parce que voilà, à l'origine de notre passion pour la littérature, à l'origine de notre vocation de professeur, de chercheur, d'écrivain, il y a un amour pour des textes, il y a un amour pour des auteurs, et c'était ces personnes-là à qui je voulais donner la parole, des personnes qui pouvaient et qui avaient envie de transmettre cet amour-là. Alors, pour Olivia, j'avais déjà remarqué une photo de profil avec le recueil de Césaire dans les mains, donc je ne doutais pas de cet amour, et donc j'avais été très heureux de recevoir son message et sa proposition pour la conférence. J'ai accepté immédiatement, et donc j'avais très hâte qu'elle ait enfin lieu. Et donc je suis très très heureux de l'accueillir aujourd'hui. Accueillir est un mot un peu particulier dans ces circonstances, mais en tout cas de lui céder la parole et de pouvoir l'écouter aujourd'hui. Donc merci beaucoup Olivia de ta présence, et merci à ceux qui viennent après chaque conférence. Ça fait toujours plaisir de voir des personnes qui s'intéressent ainsi à la poésie. Bien, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour vous proposer une plongée au cœur de la vie et de l'œuvre d'Aimé Césaire. Merci à Léo pour l'invitation et pour la coordination du séminaire. Merci à tous d'être là et j'espère vous partager mon amour pour la poésie d'Aimé Césaire. Vous m'entendez tous bien, c'est bon? Oui. Alors, c'est parti. La négritude césarienne est un baptême, l'acte primal de notre dignité restituée. Nous sommes à jamais fils d'Aimé Césaire, écrivent Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant et Jean Barnabé dans leur éloge de la créolité. Dans l'hommage qu'il lui rend 5 ans après sa mort, à l'occasion du 100e anniversaire du poète, Daniel Maximin s'écarte quant à lui de la métaphore filiale pour célébrer plutôt la relation fraternelle. Frère Volcan, voilà le titre que cet ami de longue date du poète donne à l'ouvrage qu'il publie en son honneur. Quels que soient en réalité les rapports filiaux, fraternels, amicaux et parfois même conflictuels
qui lie le poète à ces figures littéraires majeures des Antilles, bien, force est de constater que le nom d'Aimé Césaire résonne pour chacune d'entre elles avec une aura particulière. Pour tous, il est une figure tutélaire. Alors, Césaire était un homme complet autant que complexe, fondateur avec ses amis Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran Damas de la négritude. Il s'est illustré tour à tour en tant qu'homme politique, dramaturge, essayiste et même historien. Mais avant tout, et c'est pour cette raison que nous sommes réunis ce soir, Césaire était poète, poète par évidence. Alors, comme lui faisait remarquer Daniel Maximin au cours d'un entretien en 1982, il peut être difficile d'imaginer le poète solitaire Césaire et le député-maire Césaire aussi près l'un de l'autre, à tenter de faire la synthèse entre l'action politique et l'action poétique. Mais pourtant, derrière l'homme qui a œuvré à la départementalisation des 4 vieilles colonies, donc la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, derrière l'essayiste qui a dénoncé le caractère inhumain de la colonisation dans son célèbre discours sur le colonialisme, derrière le dramaturge qui a mis en scène la quête de liberté du peuple haïtien dans la tragédie du roi Christophe, eh bien, c'est bien par la poésie que se révèle le moi profond du poète. Césaire affirme en effet « S'il est un vrai moi, un moi baladin, et l'autre moi, le moi tapis ou reclus, par le poème qui le libère, je me ressens total et tellurique, c'est-à-dire à la fois essentiel et solidaire. » Et quand son ami continue, en lui faisant remarquer que 40 ans après la publication du cahier d'un retour au pays natal, au moment de dresser un premier bilan de sa vie, c'est vers l'écriture poétique qu'il se tourne en publiant le recueil « Moi, laminaire », Césaire répond cela, et c'est la citation que vous avez sur la présentation. La poésie, c'est pour moi la parole essentielle. J'ai l'habitude de dire que la poésie dit plus. Bien sûr, elle est obscure, mais c'est un moins qui se transforme en plus. La poésie, c'est la parole rare, mais c'est la parole fondamentale parce qu'elle vient des profondeurs, des fondements très exactement. Et c'est pour ça que les peuples naissent avec la poésie. Les premiers textes ont été des textes poétiques. Certes, il m'est arrivé d'écrire des pièces de théâtre, des drames, des tragédies, mais pour moi ce sont des départements de la poésie. Par conséquent, au point où j'en suis, et sans l'avoir fait exprès, sans l'avoir cherché, la poésie, pourrais-je dire, s'est imposée à moi. Il ne s'agit pas d'un retour après une infidélité, mais j'ai éprouvé très fort le sentiment de m'exprimer, au sens très fort du terme. Et cette expression se fait tout naturellement par le biais et par le moyen de la poésie. Pour Césaire, c'est donc la poésie qui est la forme privilégiée du discours, et c'est elle dont découlent toutes les autres formes d'expression. Une deuxième anecdote rend compte du caractère essentiel de la poésie pour cet homme aux 1000 vies et à la destinée kaléidoscopique. Et elle est tirée de la biographie que lui a consacrée Romuald Fonquois, que j'ai eu la chance d'avoir pendant 2 ans comme directeur de recherche à la Sorbonne. Dans ce passage, il revient sur son ultime rencontre avec le poète, peu de temps avant sa mort. Il écrit « Le poète me semble bien fatigué, et je me reproche déjà d'avoir insisté auprès de sa fidèle secrétaire pour que le rendez-vous soit maintenu. Un accident domestique l'empêche de se déplacer autrement qu'avec 2 chaussures inégales et différentes, dont une moufle. J'avais gardé le souvenir d'un homme qui ne tenait pas en place lors de notre dernière rencontre. Élégamment vêtu d'un costume gris impeccable, il ne savait s'asseoir que pour mieux se relever, allant de la table basse à son bureau. Maintenant, l'homme a vieilli. Son costume est correct, mais un peu négligé. La blessure au pied, profonde, douloureuse, lui fait prendre conscience de la vanité de son corps, de son handicap et même d'une possible impotence. Il ne supporte rien d'autre que la lecture que lui firent, durant ma courte présence ce matin-là, une étudiante venue de Paris qui achève sa thèse sur son œuvre et un journaliste de France Antilles. En réalité, dans son état, affaibli, Césaire ne supporte plus d'être bercé que par les seuls mots de sa poésie. Il les redécouvre avec avidité dans la bouche des autres. La maladie, la vieillesse, ramenaient ainsi Aimé Césaire à sa fonction première de poète, de manieur des mots, de jongleur
de la langue. Alors, la plus grande facilité d'accès de la prose ou même de l'expression théâtrale semble éclipser injustement l'œuvre du poète sous celle du penseur. Pourtant, l'œuvre de celui qui disait de sa négritude qu'elle n'était ni une tour ni une cathédrale, est bel et bien devenue un monument littéraire, au point même de figurer cette année au programme du cours qui leur est dédié au sein de notre école. Alors, c'est pourquoi je vous invite aujourd'hui à une plongée dans la poésie césarienne, en espérant, derrière l'homme engagé et l'homme politique, eh bien, vous faire découvrir l'être profond et la voix singulière. Je vous parlerai tout d'abord, dans un premier temps, de la vie d'Aimé Césaire, avant de vous présenter ensuite les caractéristiques principales et les traits saillants de sa poésie. Et enfin, je vous présenterai plus en détail le recueil que Césaire publie en 1946, à savoir Les armes miraculeuses. Alors tout d'abord, intéressons-nous à la vie d'Aimé Césaire. Césaire grandit dans un milieu petit bourgeois. Son grand-père, Nicolas-Louis Fernand Césaire, fut le premier Martiniquais à suivre les cours de l'école normale de Saint-Cloud. Ce n'est pas une information anodine, selon moi, puisque ces écoles qui furent créées par Jules Ferry dans le but de former les professeurs des écoles normales d'instituteurs et des écoles primaires supérieures deviennent en réalité très vite des symboles de la méritocratie républicaine. Et en bien des aspects, Aimé Césaire sera lui-même un pur produit de cette méritocratie. Son père, Fernand Elfeuille Césaire, est un fervent lecteur du journal de l'Université des Annales. C'est d'ailleurs en hommage à l'un des chroniqueurs, qui s'appelle Aimé Barthou, qu'il prénomme son fils Aimé. L'abonnement de Fernand à cette revue renseigne sur ses orientations politiques, dit Romuald Fonquois. Comme tous les petits bourgeois des Antilles françaises qui doivent leur statut social à l'instruction publique et à l'école laïque, les Césaires sont socialistes. Alors, l'enfance de Césaire en Martinique se structure autour de 3 pôles. La ville de Basse-Pointe, tout d'abord, où il vit dans le bonheur de la première enfance. La commune du Lorrain, ensuite, où s'ancre son ascendance familiale. Et la ville de Fort-de-France, enfin, où il se rend après avoir obtenu le certificat d'études primaires. Alors, Basse-Pointe, tout d'abord, le bonheur de la première enfance. Si une chose est sûre, c'est que lorsqu'il évoque son enfance, c'est en poète que parle Césaire. Il n'hésite pas à dire ainsi que Basse-Pointe a structuré son œuvre, a architecturé sa poésie. Bien que né sur une plantation où son père était intendant, Césaire échappe au travail agricole. Et toute son œuvre poétique porte ensuite le souvenir de cette enfance dont on retrouve des échos aussi bien à travers la description de la faune et de la flore martiniquaise qu'à travers l'évocation, par exemple, de l'enfer des champs de Cannes. Tous les matins, pendant son enfance, il monte haut du Morne, selon l'expression consacrée en créole, et rejoint mademoiselle Louis-Loïse Astéry, qui lui fait la classe et lui apprend à lire. Des années plus tard, alors qu'il est parti à Paris puis revenu en Martinique, on retrouve toujours la fascination exercée par la longue note de cette institutrice admirée, qui d'ailleurs, de longues années après, continue à l'appeler son petit élève, alors même qu'il est devenu maire de Fort-de-France, dans de nombreux poèmes, comme le poème Chevelure, par exemple, qui est dédié à sa femme Suzanne Roussy-Césaire. Chevelure, flammes ingénues qui léchez un cœur insolite, la forêt se souviendra de l'eau et de l'aubier, comme moi je me souviens du museau attendri des grands fleuves qui titubent comme des aveugles. La forêt se souvient que le dernier mot ne peut être que le cri flambant de l'oiseau des ruines dans le bol de l'orage. Innocent qui va là, oublie de te rappeler que le baobab est notre arbre, qu'il mal agite des bras si nains qu'on le dirait un grand imbécile. Et toi, séjour de mon insolence, de mes tombes, de mes trombes, crinière, paquet de lianes, espoir fort des naufragés, dors doucement au tronc méticuleux de mon étreinte, ma femme, ma citadelle.
Donc, après Basse-Pointe, la deuxième ville qui joue un rôle important pendant l'enfance d'Aimé Césaire est celle du Lorrain, qui lui rappelle l'enfance familiale. Le Lorrain, en effet, c'est la commune d'origine de la famille d'Aimé Césaire. Mais dans l'imaginaire du poète, cette ville est surtout associée à la figure de sa grand-mère paternelle, Eugénie Macny, dite Man Nini. C'est sans doute grâce à cette figure que naît la fascination du poète pour l'Afrique, bien avant son départ pour l'Europe et la rencontre décisive avec Léopold Sédar Senghor, qui lui fera découvrir un continent qui jusqu'alors lui demeurait en grande partie étranger. Césaire voit en effet cette grand-mère qui pour lui représente l'Afrique pure et parfaite, une de ces dernières vraies descendantes d'esclaves qui disparaissent peu à peu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Plus tard, en 1966, il croit même la reconnaître quand il rencontre la célèbre reine casamançaise Sébeth à Dakar, au Sénégal. Fort-de-France, l'enfance inquiète, car c'est dans cette ville que se rend Césaire en 1924. Cette année marque un changement très important pour la famille Césaire, puisqu'elle aménage à la capitale. Après avoir passé le certificat d'études primaires, Aimé Césaire obtient une bourse pour s'inscrire au lycée Schœlcher de Fort-de-France. Et on retrouve de nombreuses évocations de ce lieu d'habitation dans le cahier d'un retour au pays natal. Je vous en lis un extrait. Au bout du petit matin, une autre petite maison qui sent très mauvais dans une rue très étroite. Une maison minuscule qui abrite en ses entrailles de bois pourri des dizaines de rats et la turbulence de mes 6 frères et sœurs. Une petite maison cruelle dont l'intransigeance affole nos fins de mois. Et mon père, fantasque, grignoté d'une seule misère, je n'ai jamais su laquelle, qu'une imprévisible sorcellerie assouplit en mélancolique tendresse ou exalte en haute flamme de colère. Et ma mère, dont les jambes pour notre faim inlassable pédalent de jour et de nuit. Je suis même réveillée la nuit par ces jambes inlassables qui pédalent la nuit, et la morsure âpre dans la chair molle de la nuit d'une singère que ma mère pédale pour notre faim, et de jour et de nuit. Dans cette maison, où la mère du poète, qui a installé un petit atelier de couture, pédale inlassablement pour nourrir ses enfants, le père du poète instaure quant à lui un mode de vie très strict à ses enfants. Chaque jour, en effet, ces derniers sont réveillés à 6 heures, puis font leurs devoirs jusqu'à 7h47 avant de partir pour l'école. À Fort-de-France, le jeune Césaire, qui n'avait connu jusque-là que le nord et la campagne de l'île, a vite l'impression d'étouffer. Peu au fait des manières de la petite bourgeoisie de la capitale, Césaire peine en effet à se faire de vrais amis. En classe de 5e pourtant, à l'âge de 13 ans, il fait la rencontre décisive de Léon Gontran-Gamas, un jeune Guyanais envoyé à la Martinique car le lycée de Cayenne a brûlé, avec lequel il nouera une profonde amitié. Au collège comme au lycée, Aimé Césaire est un élève studieux. Il a pour professeur d'anglais Gilbert Gracian, qui loue sa gentillesse extrême et sa docilité presque anormale, pour citer ses mots, mais encore Louis Achille ou Eugène Revers. Une fois qu'il obtient le baccalauréat en 1931, c'est ce dernier qui lui rédige une lettre de recommandation pour réintégrer la classe d'Hippocagne du lycée Louis-le-Grand à Paris. Césaire part donc pour la métropole et plus précisément pour la capitale. Alors, nous allons maintenant nous intéresser aux années parisiennes de Césaire et en premier lieu à sa rencontre décisive avec Senghor. Donc, le jour où il va s'inscrire à Louis-le-Grand, Césaire fait une autre rencontre primordiale en sortant du secrétariat. Dans un entretien accordé à Patrice Louis en novembre 2002, il revient sur cette rencontre fondamentale. Je sors du couloir et, en sortant, je suis tout à fait sidéré de voir un petit homme noir. Un petit homme, plus petit que moi, noir, autrement dit un nègre. C'est un élève.
Il porte une blouse grise et, autour de la blouse, une ceinture qui retient une cordelette au bout de laquelle pend un encrier vide. C'était alors la grande coquetterie des internes, et ça signifiait donc qu'il était interne. Moi, je m'étais inscrit comme externe. J'habitais sur la route de Bagneux, après la porte d'Orléans. J'ai toujours habité par là. Je prenais le tram jusqu'à la porte d'Orléans, puis le boulevard Saint-Michel, la rue des Écoles, et j'arrivais au lycée. Ce brave petit noir s'approche de moi. « Mais d'où viens-tu, Bisu ?»« Je viens de la Martinique. »« Comment t'appelles-tu ?»« Aimé Césaire, et toi ?»« Léopold Sédar Senghor. Je suis du Sénégal. » Il ouvre ses bras, m'embrasse et me dit « Eh bien, Bisu, tu seras mon Bisu. » Et toute la vie, ça a été comme ça. On s'est formés ensemble, on a beaucoup lu ensemble, on a beaucoup discuté ensemble, on s'est disputé ensemble, mais toujours réconciliés et fraternellement jusqu'à la fin de la vie, jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est ainsi que j'ai découvert l'Afrique à Paris. Quand Césaire entre à Louis le Grand, toutefois, Senghor s'apprête quant à lui à quitter le lycée pour la Sorbonne. Le jeune Sénégalais a beau être déjà fortement politisé, il n'entraîne pas Césaire dans son militantisme. Césaire reste à Louis le Grand de 1931 à 1935. Il y fait une hypocagne de 1931 à 1932, puis deux cagnes de 1932 à 1935, avec une pause entre février 1934 et janvier 1935. L'acharnement de Césaire au travail porte finalement ses fruits, puisqu'en 1935, il réussit le concours d'entrée à l'École normale supérieure. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que son engagement politique prend véritablement naissance. Alors, c'est au cours de ces années passées à l'école normale qu'émerge l'idée de négritude. Mais si la négritude est parfois présentée comme un courant, voire même un mouvement philosophique ou littéraire, dont Césaire serait bien sûr le chef, ce n'est pas là le sens que revêt véritablement le terme pour le poète. Plus tard, Césaire dira « On a beaucoup parlé de la négritude. Il n'y a jamais eu, pour ma part, d'intention de faire un traité de la négritude. La négritude n'a jamais été pour moi un vrai concept philosophique. Alors, si Senghor et moi avons parlé de négritude, c'est parce que nous étions en un siècle d'européocentrisme exacerbé, d'ethnocentrisme fantastique qui avait bonne conscience. Personne ne mettait en doute la supériorité de la civilisation européenne, sa vocation de l'universel. Personne n'avait honte d'être en colonie. L'Europe avait vraiment bonne conscience, et le colonisé acceptait tout à fait cette vision du monde. Il avait intériorisé la vision que le colonisateur avait de lui, le colonisé. Autrement dit, nous étions dans un siècle dominé par la théorie de l'assimilation. Il ne faut pas oublier cela. Ainsi, la négritude, c'était pour nous une réaction contre tout cela. D'abord l'affirmation de nous-mêmes, le retour à notre propre identité, la découverte de notre propre moi. La particularité de ce retour à soi grâce auquel le poète revient à sa propre identité, c'est qu'il est rendu possible par cela même qu'il remet en question, à savoir la culture européenne. Léopold Sédar Senghor rend ce paradoxe explicite dans cette affirmation. Après 3 années de cagne, l'Europe m'avait appris à douter d'elle et qu'elle ne portait pas une recette universelle, mais une simple méthode. Et cette méthode, les poètes de la négritude ne tardent pas à la mettre en action. Entre février 1934 et février 1935, Césaire s'est progressivement rapproché des étudiants antillais de Paris. En 1935, l'année donc où les Antilles fêtent leur tricentenaire, Césaire devient président de l'Association des étudiants martiniquais et rebaptise le journal de l'association L'Étudiant Noir. Dans le même temps, il retrouve à Paris son camarade de classe du collège Schœlcher, Léon Gontran-Damas. Tandis que Césaire avait fait tranquillement ses classes sur les bancs du lycée Louis le Grand, Damas, lui, avait déjà goûté à l'effervescence des soirées parisiennes et ressenti l'influence du jazz et de la Harlem Renaissance. Pour Césaire, Damas, bien que français d'origine guyanaise, représentait donc le noir américain par excellence. On retrouve d'ailleurs ce goût pour la langue et la culture négro-américaine jusque dans le titre du recueil qu'il publie en 1956, Black Label.
Toutefois, derrière le dandy ou le clown ricaneur, Césaire continue à percevoir en lui une immense dimension tragique. Il affirme: il y avait cette angoisse qu'il dissimulait, il y avait cette sentimentalité profonde, presque d'enfant, il y avait ce sentiment de la déréliction, il y avait tout cela dans le ricanement de Damas, dans le bégaiement de Damas, dans le caractère fantasque de Damas. C'est tout cela qui a alimenté sa poésie et qui fait de lui un très authentique poète. Après sa mort, Césaire lui rend ce magnifique hommage. Je vois toute une nuit de ragtime et de blues traversée d'un pêle-mêle de rires et de sanglots d'enfants abandonnés. Et toi, qu'est-ce que tu peux bien faire là, noctambule, à n'y pas croire de cette nuit vraie? Salutaire ricanement forcené des confins, à l'horizon de mon salut, frère, feu sombre toujours. Pour Césaire, c'est donc Damas qui a poussé le premier cri, le cri fondamental. Mais pour beaucoup, c'est son cri à lui, celui du cahier d'un retour au pays natal, qui marque véritablement l'avènement de la négritude. Alors, le grand cri du cahier, c'est en 1935 que Césaire se lance dans l'écriture de ce long poème épique. Contrairement à ce qu'annonce le titre, à l'époque, le poète n'a pas assez d'argent en sa possession pour payer la traversée jusqu'à la Martinique. Depuis son arrivée à Paris en 1931, il n'est d'ailleurs pas rentré une seule fois en Martinique. C'est donc dans un cadre tout autre que celui du pays natal, en réalité, que commence l'écriture du poème, poème qui aujourd'hui est sans doute l'œuvre la plus célèbre de Césaire. Mais quel est ce cadre étranger? Eh bien, c'est la Yougoslavie. Comment Césaire se retrouve-t-il à rêver de son retour au pays alors que des milliers de kilomètres le séparent de sa terre natale? Eh bien, tout commence avec une rencontre. Un soir à Paris, après avoir fait le tour des bouquinistes, Césaire rentre à la cité universitaire où il séjourne sans le moindre sou en poche. Quand il arrive à la cantine, il demande à n'être servi que des légumes, prétextant être végétarien. Le garçon qui le suit dans la file, Petar Goubarina, lui emboîte le pas et affirme avec humour suivre la même philosophie. La vérité de l'histoire, c'est que ni l'un ni l'autre n'avaient assez d'argent pour commander un plat avec de la viande et que c'est pour cela qu'ils se sont contentés de leurs légumes. Et c'est à partir de cette rencontre fortuite, de cette anecdote, que naît une profonde amitié entre Césaire, ce jeune Français de la Martinique, et Goubarina, étudiant yougoslave. Alors, quelques mois plus tard, quand vient l'été, Pétard invite Césaire à venir passer quelques jours chez lui. Et c'est Césaire qui nous raconte la suite. Il m'écrit de nouveau, et me voilà en Yougoslavie. Je suis ébloui. C'est un pays extraordinaire. Je découvre la côte dalmate, qui me rappelle un peu les falaises du Carbet, une lumière fantastique. Toute la famille m'attend sur le quai. On me donne une chambre à l'étage, j'ouvre la fenêtre. Ah, je me dis, quel paysage, c'est fantastique. Pierrot, comment appelles-tu cette île-là? Martinica. Martinica? Mais traduit en français, c'est Saint-Martin, c'est la Martinique. Je pars pour la Yougoslavie et qu'est-ce que je découvre? La Martinique, où je n'avais pas mis les pieds depuis 5 ans. Je n'avais pas suffisamment d'argent pour retourner en Martinique, juste assez pour arriver à Martinica, en Yougoslavie. Le soir même, je m'installe à une table devant la fenêtre et j'écris « Cahier d'un retour au pays natal ». Autrement dit, c'est presque une fiction. Arrivant en Yougoslavie, je m'imagine arriver à la Martinique. Et c'est ainsi que j'ai commencé à écrire Cahier d'un retour au pays natal. De retour à Paris, Césaire continue à rédiger le cahier entre 1936 et 1939, dans l'appartement qu'il partage avec celle qui est devenue sa femme, Suzanne Roussy-Césaire, à la cité universitaire. C'est ensuite Pierre Petitbon, son professeur à l'école normale supérieure, qui le met en relation avec l'éditeur de la revue Volonté, où sera publié le texte dans sa première version en 1939. Césaire ne cessera pendant les 20 années suivantes, jusqu'en 1956, de corriger et de modifier ce texte, faisant du cahier une œuvre en perpétuel devenir. Pourtant, au moment de la première publication, le cahier passe en grande partie inaperçu.
et il ne connaîtra un véritable succès qu'après sa première publication américaine à New York en 1947. 9 ans plus tard, en 1956, c'est dans la maison d'édition Présence africaine, dont Césaire a contribué à la fondation avec Léopold Sédar Senghor et Alioune Diop, que le poète publie la version définitive du cahier. Toutefois, malgré le peu de retentissement qui l'entoure à sa sortie, le cahier inaugure une véritable révolution poétique. Le texte ne revendique pas d'emblée son appartenance au genre poétique, et d'ailleurs, Césaire confie même avoir écrit ce texte comme un anti-poème. Le cahier, c'est le premier texte où j'ai commencé à me reconnaître. Je l'ai écrit comme un anti-poème. Il s'agissait pour moi d'attaquer au niveau de la forme la poésie traditionnelle française, d'en bousculer les structures établies. Mais comme l'ont souligné de nombreux critiques, même si Césaire renonce au vers régulier, à quelques exceptions près, le cahier s'affiche encore malgré tout comme un poème par sa typographie et sa mise en page. On y retrouve en effet de longues séquences versifiées, intercalées entre les paragraphes de prose, et parfois au sein même de ces paragraphes. Pour citer Dominique Combes, les séquences poétiques oscillent entre le vers libre, de longueur inégale, et le versé, pratiqué à la même époque par Saint John Perse et Claudel. Mais nous pouvons nous poser une question, c'est-à-dire certains passages du cahier, comme par exemple la description familiale de la maison que nous avons lue tout à l'heure, ne peuvent-ils pas être considérés comme des poèmes en prose, des poèmes autonomes? Eh bien, pas vraiment, car malgré le regroupement typographique de certains blocs de texte, le cahier est avant tout une longue coulée verbale qui conserve une certaine unité. Et en réalité, alors qu'il n'est que peu présent lors des premières pages, le vers libre s'impose peu à peu jusqu'à devenir majoritaire dans la dernière partie du poème. Alors, comme l'écrit Pierre Laforgue, on voit là toute la dynamique du texte, comme si Césaire avait travaillé à forcer la prose pour en dégager la poésie, et même l'en extraire, l'enjeu étant précisément de convertir en poésie ce qui n'est pas de l'ordre de la poésie. On assiste à une conquête de la poésie au terme d'une traversée de la prose, au bout du petit matin de la prose. Donc à présent, nous allons lire, ou plutôt écouter, un extrait du cahier lu par Léon Gontran Damas. Alors attendez. Ô lumière amicale, ô fraîche source de la lumière, ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole, ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur ni l'électricité, ceux qui n'ont exploré ni les mers ni le ciel, mais ceux sans qui la terre ne serait pas la terre. Gibbosité d'autant plus bienfaisante que la terre déserte davantage la terre. Si l'eau se préserve et mûrit ce que la terre a de plus terre. Ma négritude n'est pas une pierre, sa surdité ruée contre la clameur du jour. Ma négritude n'est pas une tête d'eau morte sur l'œil mort de la terre. Ma négritude n'est ni une tour, ni une cathédrale. Elle plonge dans la chair rouge du sol. Elle plonge dans la chair ardente du ciel. Elle troue l'accablement opaque de sa droite patience. Eya pour le caïcédra royal. Eya pour ceux qui n'ont jamais rien inventé, pour ceux qui n'ont jamais rien exploré, pour ceux qui n'ont jamais rien dompté. Mais ils s'abandonnent, saisis à l'essence de toute chose, ignorants des surfaces, mais saisis par le mouvement de toute chose. Insoucieux de dompter, mais jouant le jeu du monde, véritablement les fils aînés du monde. Poreux à tous les souffles du monde, air fraternel de tous les souffles du monde, lysandrin de toutes les eaux du monde, étincelle du feu sacré du monde, chair de la chair du monde, palpitant du mouvement même du monde. Voilà, donc dans cet extrait bien connu du cahier,
Césaire rend compte du clivage qui sépare la civilisation nègre de la civilisation européenne. Le poète a tout d'abord recours à une caractérisation négative. Ainsi, par les vertus de l'anaphore, le peuple noir est peint négativement, en creux, par rapport au monde blanc, qui lui sert de référence. Les Antillais ou Martiniquais sont ainsi caractérisés par leurs défauts, enfin, par le défaut ou par le manque. Toutefois, peu à peu, comme l'écrit Dominique Combes, la négritude qui était une tare devient une qualité éminemment positive, au fil d'un texte tout entier tendu vers la réhabilitation du mot, dont les connotations sont inversées. Et ainsi, par un renversement dialectique, ce qu'il manque au noir est transfiguré en plénitude. Et c'est finalement le geste que l'on retrouve dans l'ensemble du cahier. Donc après un premier retour à la Martinique pour les vacances de 1936, Césaire rentre définitivement sur son île en 1939 avec sa femme Suzanne Roussy-Césaire. Désormais père de famille, il devient professeur de français et de latin au lycée Schœlcher, où il avait lui-même étudié, tandis que sa femme Suzanne devient professeure de français au lycée technique de Bellevue. Avec des amis, ils fondent tous deux la revue Tropique, définie comme un laboratoire d'exploration poétique. Et alors que la métropole vit sous les ordres du maréchal Pétain, c'est l'amiral Robert qui est en charge de représenter l'État français à la Martinique. Mais convaincu que sous la pression historique, le recours à la poésie est, je cite, l'essentiel droit de recours, Césaire et le comité de rédaction de Tropique proclament haut et fort être de ceux qui disent non à l'ombre. Mais en parallèle de son travail de création poétique, Césaire connaît toutefois une longue carrière politique. Quelque temps après son retour en Martinique, il décide en effet en 1945 d'entrer en politique. Très rapidement, il devient député du Parti communiste à l'Assemblée nationale et se fait élire maire de Fort-de-France dans la foulée. C'est d'ailleurs lui qui jouera le rôle déterminant de rapporteur au moment de la loi de la territorialisation des Antilles, qui accorde aux 4 vieilles colonies le statut de département français. Le 24 octobre 1956, suite aux révélations du rapport Khrouchtchev sur Staline, qui ont, dit Césaire, plongé tous ceux qui ont, à quelque degré que ce soit, participé à l'action communiste dans un abîme de stupeur, de douleur et de honte, et face à un parti communiste français qui s'entête dans le déni, Césaire adresse une longue lettre à Maurice Thorez, où il lui présente sa démission. 2 ans plus tard, en 1958, il fonde le Parti progressiste martiniquais. Député pendant près de 50 ans, de 1945 à 1993, Aimé Césaire est devenu un homme politique célèbre, reconnu pour ses nombreux discours retentissants à la tribune. La loi de départementalisation lui vaudra toutefois de nombreuses critiques, et les joutes verbales seront nombreuses dans les années 1970 entre indépendantistes qui se réclament de Frantz Fanon, le grand psychiatre martiniquais penseur de la désaliénation d'un côté, et départementalistes regroupés autour de Césaire de l'autre. Pourtant, il est clair que Fanon n'était pas pour Césaire un adversaire, mais bien plutôt un compagnon de lutte. Et finalement, opposer les deux personnages, c'est oublier le rôle primordial que Césaire a joué dans la prise de conscience de Fanon, qu'il a d'ailleurs eu comme professeur au lycée Schœlcher. C'est aussi occulter le profond respect qu'éprouvait Césaire envers celui qu'il considérait non pas seulement comme un révolutionnaire en lutte, mais aussi comme un poète visionnaire. En 1961, après la mort tragique et prématurée de Fanon à 36 ans, il lui dit ce poème. « Je t'énonce, Fanon, tu rayes le fer, tu rayes le barreau des prisons, tu rayes le regard des bourreaux, guerrier silex, vomi par la gueule du serpent de la mangrove. » Voilà, donc après vous avoir présenté la vie d'Aimé Césaire, je vais à présent vous parler de certains des traits caractéristiques de sa poésie. Dans cette deuxième partie qui s'intitule « La poétique césarienne, plongée dans l'œuvre d'un être total et tellurique ». Alors tout d'abord, je vais chercher à répondre à cette question importante. Césaire est-il un poète surréaliste ? Alors, la question fait débat.
et y répondre m'oblige à adopter une posture d'équilibriste, ou du moins à nuancer mon propos. Sa première œuvre, Le Cahier, n'est pas d'obédience surréaliste. Comme je l'ai déjà dit, Le Cahier est un long poème épique qui s'inscrit dans la tradition du XIXe siècle. Comme Césaire le dira plus tard, en comparant cette œuvre inaugurale avec son dernier essai, Moi Laminaire, son dernier recueil, Moi Laminaire, publié en 1982, il y a tout simplement entre Cahier d'un retour au pays natal et Moi Laminaire toute une vie. Il y a 50 ans de différence. Il continue. Alors, évidemment, la différence qu'il y a entre les deux recueils, c'est qu'au départ, il y a le lyrisme, il y a le grand coup d'aile, il y a Icare qui se met des ailes et qui part. C'est d'ailleurs sous l'intitulé « Permanence de la poésie épique au XXe siècle » que l'œuvre de Césaire fut inscrite au programme de la question de littérature comparée du concours de l'agrégation entre 2009 et 2011. En réalité, Césaire ne s'intéresse guère à l'actualité du mouvement surréaliste pendant ses années parisiennes. Comme l'écrit Romuald Foncoy en parlant de ses premiers poèmes, si son écriture poétique est affranchie de toute influence surréaliste, c'est tout simplement parce que ce mouvement n'exerce aucune attraction sur les cagneux et normaliens pendant l'entre-deux-guerres. Pourtant, un changement important s'opère par la suite, et les recueils suivants, Les armes miraculeuses notamment, que nous étudierons de façon plus détaillée tout à l'heure, sont clairement marqués par l'influence du surréalisme. Pour expliquer ce changement, il faut bien sûr revenir sur la rencontre décisive avec André Breton en 1941, qui joue un rôle majeur dans l'orientation surréaliste de la poésie césarienne. Dans les mois qui suivent, la revue Tropique s'affirme en effet assez clairement comme une revue d'obédience surréaliste. Toutefois, il faut aussi noter que le premier poème, ou plutôt fragment d'un poème, comme le précise Césaire, à être publié dans la revue en avril 1941, est bien antérieur à la venue de Breton. Alors, quand on l'interroge des années plus tard sur cette temporalité un peu étrange, Césaire affirme qu'il faisait du surréalisme sans le savoir. En 1941, il suggérait déjà cette idée en affirmant « Breton nous a aidés à prendre une opinion franche. Il a abrégé nos recherches et nos hésitations. Je dirais que cette rencontre avec Breton a été une confirmation de la véracité de ce que j'avais trouvé par mes propres réflexions. Cela nous a permis de gagner du temps, d'aller beaucoup plus vite, d'aller beaucoup plus loin. La rencontre a été extraordinaire. C'était la fin des hésitations. » Pour Sartre, c'est avec Césaire que la grande tradition surréaliste s'achève, prend son sens et se détruit. Tandis que la classe ouvrière française se désintéresse progressivement du mouvement, le philosophe affirme que c'est aux Antilles que celui-ci connaît une seconde vie alors qu'il s'essouffle en métropole. S'il devient plus un compagnon de route qu'un membre à part entière du surréalisme, le poète reste néanmoins intimement lié au mouvement. Quand on lui demande par exemple comment son engagement politique doit être interprété, sa réponse est immédiate et il affirme que là encore, le surréalisme n'est pas loin, laissant entendre que son ambition a toujours été de réconcilier le rêve et l'action, le rêve et la réalité. Donc, je vais à présent vous faire écouter un audio où Aimé Césaire raconte cette rencontre décisive avec Breton. Je ne connaissais pas Breton, je ne connaissais pas très bien le surréalisme, mais le surréalisme était aussi dans l'air, comme tout le reste, et Ménil connaissait beaucoup mieux que moi. Et puis Breton est de passage ici, il est débarqué, et si je puis dire, entreposé au Lazaret. Il n'était pas prisonnier, le mot serait exagéré. Et il sortait, il venait à Fort-de-France, et puis un jour, il passe dans les rues de Fort-de-France, et il voit dans une vitrine une publication, c'était Tropique. Il l'ouvre, comme il raconte lui-même, sans grande conviction, et puis il reste stupéfait, et il trouve ses textes beaux, et tout de suite il a voulu connaître les auteurs de ce texte, et c'était Ménil et moi-même, et tout de suite, eh bien, ça a été une vraie rencontre, très amicale. J'étais un homme vraiment qui me fascinait, parce que c'était vraiment un poète. Il avait un sens étonnant de la poésie, un détecteur de poésie.
dans le moindre geste, dans le moindre fruit, dans la moindre fleur, dans n'importe quelle histoire. Mon ami Senghor dirait, on voit bien que c'est un Celte. C'est le goût du merveilleux et le sens du merveilleux, il l'avait. Bon, c'était prodigieux, ça m'a beaucoup éclairé. J'ai compris la quête de Breton et la quête du merveilleux, mais qui allait aussi de pair avec la quête de la liberté. Rappelez-vous son ode à Fourier, par exemple, et il s'agissait pour lui de réconcilier la raison et l'imagination, le rationnel et le merveilleux, et découvrir un autre monde, un monde surréel. Et bien tout ça a été pour moi une très grande leçon. J'étais frappé par l'ampleur d'ambition, par la générosité de la démarche. Et il ne s'agissait pas d'une école littéraire, c'était beaucoup plus que ça. C'était toute la vie elle-même qui s'éclairait de manière différente. Voilà. Alors. Un autre trait important de la poésie de Césaire, c'est le refus de l'exotisme. Cette poésie a beau renvoyer parfois au lecteur une impression d'étrangeté, elle n'est pas une poésie exotique, au sens où l'a pratiqué par exemple ceux que Patrick Chamoiseau nomme les poètes doudous, dans son essai Écrire en pays dominé. Alors, quelle était la marque de fabrique de ces pseudo-poètes ? Selon Chamoiseau, ils pratiquaient une muséographie d'eux-mêmes, selon l'expression qu'il emploie, c'est-à-dire qu'ils se regardaient avec le même regard que celui que les voyageurs occidentaux portaient sur eux. De ce fait, ces poètes doudous étaient l'incarnation parfaite de l'appauvrissement littéraire qui est à l'œuvre lorsque l'écrivain dominé intériorise le regard méprisant du dominant. Leur écriture pittoresque était avant tout définie par son inauthenticité et sa superficialité. Restant à distance d'eux-mêmes, s'observant avec des yeux d'étrangers, ces écrivains n'envisageaient leur pays, dit Chamoiseau, qu'à travers le tramé des chroniques coloniales, de haut, de loin, sans épaisseur et sans profondeur. Au contraire, pour Césaire, la vraie poésie est ailleurs. Son épouse, Suzanne, l'exprime clairement dans le numéro 4 de la revue Tropique, à l'occasion d'une entrée intitulée « Misère de la poésie ». Allons, la vraie poésie est ailleurs, loin des rimes, des complaintes, des alizés, des perroquets. Bambou, nous décrétons la mort de la littérature doudou. Et zut à l'hibiscus, à la frangipane, au bougainvillier. La poésie martiniquaise sera cannibale ou ne sera pas. Dans la préface à l'édition espagnole du Cahier d'un retour au pays natal, Benjamin Perret salue également Aimé Césaire pour son refus d'un exotisme niais. Il écrit « J'ai l'honneur de saluer ici un grand poète, le seul grand poète de langue française qui soit apparu depuis 20 ans. Pour la première fois, une voix tropicale résonne dans notre langue, non pour pimenter une poésie exotique, ornement de mauvais goût dans un intérieur médiocre, mais pour faire briller une poésie authentique qui jaillit de troncs pourris d'orchidées et de papillons électriques dévorant la charogne. J'ai l'honneur de saluer ici le premier grand poète noir qui a rompu ses amarres et ses lances, sans se préoccuper d'aucune étoile polaire, d'aucune croix du sud intellectuelle, avec pour seul guide son désir aveugle. » Ainsi, la raison d'être de la poésie n'est ni l'expression ni la contemplation niaise, mais elle est, au contraire, un véritable droit de recours contre le réel. À présent, je vais m'intéresser à l'hermétisme césarien et au goût du mot rare qui caractérise le poète et qui rend parfois sa poésie difficile d'accès. D'où vient alors le caractère d'étrangeté de la poésie césarienne, si ce n'est d'un exotisme niais ? Si la poésie de Césaire est parfois critiquée pour son hermétisme et par les difficultés d'accès au sens qu'elle pose, c'est en réalité parce que le poète s'amuse sciemment à rendre la langue étrangère. Non pas en la subvertissant, en la déformant, ou en ayant recours comme d'autres à d'innombrables néologismes,
mais en l'utilisant au contraire avec la plus grande précision. Césaire fait ainsi un effort conscient pour trouver le mot rare. Pierre Laforgue écrit que quand deux vocables se présentent à lui pour désigner une même réalité, botanique par exemple, il choisit toujours le mot savant contre le mot populaire. La référence majeure à ce sujet est le glossaire des termes littéraires, le glossaire des termes rares dans l'œuvre d'Aimé Césaire, publié par René Hénane. Dans cette étude, l'auteur rend compte des longues heures qu'il a passées dans la bibliothèque de la rue d'Ulm, notamment, à la recherche des sources d'inspiration du poète. Et il en vient même à affirmer que le cahier est en soi un condensé de la bibliothèque de la rue d'Ulm. Condensé où le poète pioche notamment... condensé, pourquoi? Parce que le poète pioche dans les dictionnaires savants qui s'y trouvent, qu'ils soient botaniques, scientifiques ou autres. René Hénane dit même que sur le cuir vieilli des reliures, il a senti... Alors j'entends... Oui. Est-ce que vous m'entendez toujours? D'accord. Alors c'est bon, je n'ai plus d'écho. Alors je repars. Oui, donc l'auteur dit même que sur le cuir vieilli des reliures, il a senti l'empreinte des doigts des deux râleux et cagneux, Sangor et Césaire. Comme chez d'autres poètes, comme Ponge, pour qui le dictionnaire joue véritablement un rôle de générateur de poésie, Césaire travaille à partir de mots qui ont une existence lexicographique, mais qui sont si peu usités, y compris dans les cercles d'initiés, qu'ils semblent appartenir à une langue étrangère. Césaire est tout simplement, conclut Hénane, un intellectuel raffiné, chez qui le goût du mot rare frisme le cultisme et la préciosité baroque. Il nous suffit de nous référer au deuxième extrait du cahier d'un retour au pays natal que nous avons lu tout à l'heure pour trouver des mots rares dont il est très difficile de deviner le sens. Dans le vers gibbosité d'autant plus bienfaisante que la terre déserte davantage la terre, par exemple, on peut se demander ce qu'est une gibbosité. Eh bien, c'est une déformation du thorax liée à une anomalie de la courbure du rachis. Pareil pour le silo où se préserve et mûrit ce que la terre a de plus terre. Le silo, c'est une fosse creusée dans la terre pour conserver des produits végétaux en les isolant de la terre et de l'eau. Ça peut également être le cas pour le Eia, pour le Caïlcédra royal. Eia, c'est une exclamation grecque qui signifie courage. Quant au Caïlcédra, c'est une espèce d'arbre d'Afrique occidentale. Donc on voit que Césaire est toujours en quête du mot rare, du mot inconnu. Et les exemples se multiplient dans son œuvre. On pourrait citer Picani, Éoson, Caroncule, Cataphractaire, Mitose, Myéline, etc. Les exemples se multiplient réellement à l'infini. Alors, comment expliquer cette quête du mot rare? Nous pouvons nous reporter aux propos de Sartre dans Orphée noire, où le philosophe écrit « Il n'est pas vrai pourtant que le noir s'exprime dans une langue étrangère, puisqu'on lui enseigne le français dès son plus jeune âge, et puisqu'il y est parfaitement à son aise dès qu'il pense en technicien, en savant ou en politique. Il faudrait plutôt parler du décalage léger et constant qui sépare ce qu'il dit de ce qu'il voudrait dire dès qu'il parle de lui. Il lui semble qu'un esprit septentrional lui vole ses idées, les infléchit doucement à signifier plus ou moins ce qu'il voulait, que les mots blancs boivent sa pensée comme le sable boit le sang. Qu'ils ne se ressaisissent brusquement, qu'ils se rassemblent et prennent du recul, voici que les vocables gisent en face de lui, insolites, à moitié signes et choses à demi. Il ne dira point sa négritude en prose. Mais chacun sait que ce sentiment d'échec devant le langage, considéré comme moyen d'expression directe, est à l'origine de toute expérience poétique. Cultiver le mot rare, donc, créer une langue nouvelle au sein même de la langue française, n'est-ce pas par ce biais précisément que le poète contourne le sentiment d'échec devant le langage considéré comme moyen d'expression directe dont parle Sartre? Le poète s'expliquera à ce sujet dans un entretien avec Liliane Castelot, où il dit « Si je nomme avec précision, ce qui fait parler de mon exotisme qui, comme nous l'avons vu, n'en est pas véritablement un,
Si je nomme avec précision, donc, écrit Césaire, c'est qu'en nommant avec précision, je crois que l'on restitue à l'objet sa valeur personnelle. On le suscite dans sa valeur unique et singulière. On salue sa valeur de force, sa valeur force. En les nommant, flore, faune, dans leur étrangeté, je participe à leur force, je participe de leur force. En définitive, tout se passe simplement donc comme si Césaire inventait sa propre langue poétique en faisant donner aux Français et utiliser le maximum de ses possibilités. Donc un autre trait important de la poétique césarienne, c'est ce que le poète définit lui-même comme la tentation panthéiste. Donc je l'ai évoqué en introduction, mais ce n'est pas sans raison que Daniel Maximin donne pour titre à l'ouvrage qu'il rédige en hommage à Aimé Césaire en 2013, Frères Volcan. Césaire, en effet, a toujours revendiqué cette filiation en insistant sur le caractère explosif de sa parole. C'est lui-même qui s'identifie à la montagne Pelée, le volcan situé au nord de la Martinique. Je sens que ma poésie est péléenne, parce que précisément ma poésie n'est pas du tout une poésie effusive, autrement dit qui se dégage perpétuellement. Je crois que la parole est une parole rare. Cela signifie qu'elle s'accumule. Elle s'accumule pendant longtemps, elle s'accumule patiemment, elle fait son cheminement, on peut la croire éteinte et brusquement, la grande déchirure. C'est ce qui donne son caractère dramatique, l'éruption. Ainsi, ma poésie est une poésie peléenne. En tout cas, me pensant, c'est toujours en termes de terre ou de mer ou de végétal que je me dessine. Ailleurs, le poète associe la figure du volcan à l'attente de la catastrophe, qui implique aussi une merveilleuse capacité de réaction et d'adaptation. Il dit « J'ai toujours le sentiment qu'on est de la montagne, qu'on est né de la montagne, on est né du volcan. Nous sommes les fils du volcan. Et ça explique peut-être bien des choses. D'abord, l'attente de la catastrophe perpétuelle. À n'importe quel moment, le grand événement peut se produire. Mais on remarque toutefois que cette identification à la nature ne s'arrête pas au motif du volcan. Dans l'entretien avec Daniel Maximin que j'ai déjà évoqué, le poète confie être animé par une tentation panthéiste. Pour ce qui est de la question que vous m'avez posée, que voudrais-je être? Mon Dieu, j'ai la tentation panthéiste. Je voudrais être tout. Je voudrais être tous les éléments. Si Césaire se projette constamment dans les forces élémentaires de la nature, c'est parce que la métamorphose est pour lui une promesse d'évasion. Sartre, déjà, l'avait remarqué dans Orphée noir, où il écrivait « Césaire végétalise, animalise la terre, le ciel et les pierres. Plus exactement, sa poésie est un accouplement perpétuel de femmes et d'hommes métamorphosés en animaux, en végétaux, en pierres, avec des pierres, des plantes et des bêtes métamorphosées en hommes. » Nous trouvons un exemple très parlant de ce genre de métamorphose dans le Cahier, où le poète se sert de la métamorphose pour dire l'universalité de la condition de tous les damnés de la terre, pour reprendre l'expression de Frantz Fanon. Animal, végétal ou humain, Césaire est solidaire d'un universel dans lequel il se fonde grâce à la parole poétique. Partir. Comme il y a des hommes hyènes et des hommes panthères, je serai un homme juif, un homme cafre, un homme hindou de Calcutta, un homme de Harlem qui ne vote pas. L'homme famine, l'homme insulte, l'homme torture. On pouvait à n'importe quel moment le saisir, le rouer de coups, le tuer, parfaitement le tuer, sans avoir de compte à rendre à personne, sans avoir d'excuses à présenter à personne. Un homme juif, un homme pogrom, un chiot, un mendigo. Mais si je vais maintenant vous parler du verbe créateur, c'est parce que l'univers césarien est également un monde où la poésie est investie d'une véritable force créatrice. Le poète est ainsi un démiurge capable de donner une réalité aux choses par leur simple évocation. On lit par exemple dans le Cahier « Je dirai orage, je serai mouillé de toutes les pluies ». Les mots deviennent ainsi des choses. Césaire affirme « Quand nous manions des quartiers de monde, quand nous épousons des continents en délire, quand nous forçons de fumantes portes, des mots, ah oui, des mots.
mais des mots de sang frais, des mots qui sont des raz-de-marée et des paludismes et des laves et des feux de brousse et des flambées de chair et des flambées de ville. Les mots constituent donc l'essentiel recours. Dans le recueil « Moi, laminaire », ils sont présentés comme un viatique, c'est-à-dire comme la seule provision nécessaire aux voyageurs qui s'apprêtent à prendre la route, ou encore, dans la liturgie chrétienne, comme ce dont on fait don au mourant qui va rejoindre l'au-delà. Le poème Mo Macumba nous donne encore un autre aperçu de la force salvatrice du verbe. Le mot est père des saints, le mot est mère des saints. Avec le mot Courès, on peut traverser un fleuve peuplé de caïmans. Il m'arrive de dessiner un mot sur le sol. Avec un mot frais, on peut traverser le désert d'une journée. Il y a des mots bâtons de nage pour écarter les squales. Il y a des mots iguanes. Il y a des mots subtils, ce sont des mots phasmes. Il y a des mots d'ombre avec des réveils en colère d'étincelles. Il y a des mots Shango. Il m'arrive de nager de ruse sur le dos d'un mot dauphin. Donc, après vous en avoir dit un peu plus sur la poétique césarienne, je vais maintenant me concentrer sur un recueil précis, à savoir Les armes miraculeuses, dans cette troisième partie que j'ai intitulée Les armes miraculeuses de la poésie. Alors, pourquoi se pencher, pour conclure cette séance, sur ce recueil singulier que Césaire intitule Les armes miraculeuses? Eh bien, tout simplement car il fait partie de ceux qui sont les moins lus dans l'œuvre de Césaire. Contrairement au Cahier, par exemple, qui, après des débuts difficiles, connaît une renommée internationale, ou encore à des recueils plus tardifs comme Cadastre ou Moi laminaire, qui sont bien plus lisibles, les poèmes des armes miraculeuses font partie des moins étudiés et commentés de l'œuvre du poète. Alors, intéressons-nous tout d'abord au contexte de parution et à la composition du recueil. Le contexte d'écriture des armes miraculeuses de 1940 à 1946 est extrêmement pressant. Sur le plan politique, la période, qui court de la Seconde Guerre mondiale à ses lendemains, est une des plus chargées qui soit. Ces années d'après-guerre, sont en effet marquées par un changement de paradigme progressif, la lutte contre le fascisme hitlérien et contre le pétainisme étant ensuite remplacée par la revendication d'indépendance des colonies. Comme nous l'avons vu, pour Césaire, l'attention prêtée au contexte politique est indissociable de la pratique poétique, puisque c'est bien comme un droit de recours face à un réel à modifier qu'il envisage la poésie. Il n'est pas étonnant en ce sens que les années de rédaction des armes correspondent au début de son engagement politique à la Martinique. Alors, le recueil se compose de 3 parties nettement distinctes. Tout d'abord, un premier groupement de 27 poèmes, ayant chacun un titre, du poème liminaire intitulé « Avis de tir » au poème intitulé « La femme et le couteau », qui conclut la première partie. Suite à cela, Césaire donne à lire au sein même du recueil ce qu'il définit comme une tragédie, intitulée « Et les chiens se taisaient ». Enfin, une page conclusive, intitulée « Mythe » joue le rôle de postface. Ce sont les 2 premières parties, les 27 poèmes, puis « Et les chiens se taisaient », qui constituent le cœur du recueil, tandis que la troisième, « Mythe », a clairement une fonction conclusive. On peut être surpris par le coup de force que représente de la part de Césaire le fait d'intégrer une tragédie au sein même d'un recueil poétique. Mais il y a bien sûr, comme toujours avec Césaire, une explication. Et en réalité, il ne faudrait pas imaginer que le poète, en écrivant Les chiens, s'imagine écrire une pièce de théâtre. Ce n'est que plus tard que Césaire s'adonnera à l'écriture théâtrale, quand il se donnera pour objectif de conquérir de nouveaux publics grâce à cet art social. Mais avec Les chiens, Césaire se contente plutôt, une nouvelle fois, d'explorer les limites de la poésie. Alors, en alliant le matériel des armes au spirituel de l'adjectif miraculeuse, le titre du recueil est presque un oxymore. J'ai intitulé cette troisième partie « Les armes miraculeuses de la poésie », car il est clair que ce sont des armes poétiques dont il s'agit ici. Comme chez René Char, qui, dans le fragment 128 de ses feuilles d'hypnose, écrit « Face à tout cela,
un colt, promesse de soleil levant, le poète, qui est chargé de soumettre le monde à un nouvel ordre poétique, prend lui aussi les armes de la poésie. Il n'est pas étonnant dès lors que les armes soient considérées comme un des recueils les plus surréalistes de Césaire. Ces poèmes marquent en effet une vraie rupture avec le cahier, qui, comme nous l'avons déjà vu, était un long poème épique. Et d'ailleurs, les corrections surréalisantes, pour reprendre le mot de Pierre Laforgue, qui seront apportées au cahier par Césaire lors de sa parution en volume en 1947, sont on ne peut plus révélatrices de ce changement et de l'avancée de Césaire vers une poésie de plus en plus surréaliste. C'est donc pour cela que, plus encore que dans le cahier, l'épineuse question du sens affleure très vite à la lecture des armes. En réalité, le vocabulaire y est tout aussi, si ce n'est plus obscur, et le sens semble donc parfois échapper totalement. Mais plus que de chercher à traduire ces poèmes en les rendant explicites par une malheureuse réduction de leur portée, il faut avant tout chercher à s'intéresser à la composition de chaque pièce elle-même, au rythme qu'elle laisse entendre, à la syntaxe qu'elle mobilise et à la langue qu'elle invente ou réinvente. Donc, comme je l'ai déjà dit en évoquant « Et les chiens se taisaient », Césaire explore les frontières de la poésie dans ce recueil où il est impossible de dégager une quelconque unité métrique d'un poème à l'autre. Pierre Laforgue écrit par exemple sur la question « Il est un peu vain, pour ne pas dire sans objet, de soumettre la prosodie césarienne à une stricte métrique. On est alors conduit à méditer sur le fait qu'un vers compte 11 syllabes, le suivant 9 et le dernier 7, pour conclure sur la musicalité du vers impair ou sur le refus de l'alexandrin. Considération bienvenue. La seule chose à prendre en compte est que le vers césarien est délibérément la proie d'une hétéronomie généralisée et que dans l'émiettement métrique qu'il offre à la lecture, c'est moins des débris de vers qu'il importe de chercher que l'émiettement lui-même, la rage du poète qui fait, selon le mot de Victor Hugo, un peu casser tout. Et en effet, on trouve une grande diversité au niveau de la forme dans le recueil. 3 poèmes se présentent par exemple comme un bloc de prose où il est impossible de repérer une quelconque unité du vers. Ces poèmes sont Phrases, Le cristal automatique et La forêt vierge, dont je vous ai mis un extrait à l'écran pour que vous puissiez vous faire une idée. Alors, nous n'allons pas prendre le temps de lire ce poème, mais vous voyez d'ores et déjà qu'il se présente comme un ensemble extrêmement dense et touffu, à l'image d'une forêt vierge finalement. C'est un bloc qui, à première vue, ne semble pas du tout se prêter à la lecture. Et pourtant, si on se penche plus attentivement sur ce poème, grâce à une lecture attentive, on voit qu'il est scandé par certaines phrases qui reviennent, comme par exemple celle-ci « Où allez-vous, ma femme marron, ma restituée, ma cimarronne ?» Et ces phrases qui reviennent à différentes échéances dans le poème insufflent un rythme poétique à la prose. À travers ces jeux de répétition, le poète brise donc le caractère compact de la prose et lui fait rendre ses possibilités de poésie. Un autre élément essentiel des poèmes des armes miraculeuses, comme de l'œuvre de Césaire tout entière d'ailleurs, est la question du rythme. Dans sa préface à l'anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française, Jean-Paul Sartre fait cette remarque. Beaucoup des poèmes ici réunis se nomment des tam-tams, parce qu'ils empruntent au tambourinaire nocturne un rythme de percussion tantôt sec et régulier, tantôt torrentueux et bondissant. L'acte poétique est alors une danse de l'âme. Le poète tourne comme un derviche jusqu'à l'évanouissement. Il a installé en lui le temps de ses ancêtres, il le sent s'écouler avec ses saccades singulières. C'est dans cet écoulement rythmique qu'il espère se retrouver. Je dirais qu'il tente de se faire posséder par la négritude de son peuple. Il espère que les échos de son tam-tam viendront réveiller les instincts immémoriaux qui dorment en lui. Alors, nous allons justement, pour terminer, étudier un de ces poèmes, extrait des armes miraculeuses, et qui s'intitule justement Tam-Tam 1. Donc, ce poème se présente comme une litanie au rythme binaire qui rappelle le battement syncopé du tam-tam.
Dans ce poème, le poète propose par ailleurs une variation sur le thème du sang, qui, par métonymie, renvoie bien sûr à la mort. Grâce à de multiples assonances et à des rythmes itératifs, le poème progresse vers l'image finale du phénix, qui symbolise la renaissance et le retour à la vie. À même le flanc, à même le fleuve de sang de terre, à même le sang de soleil brisé, à même le sang d'un sang de clous de soleil, à même le sang du suicide des bêtes à feu, à même le sang de cendre, le sang de sel, le sang des sangs d'amour, à même le sang incendié d'oiseaux-feu, hérons et faucons, montés et brûlés. Alors, on note tout d'abord dans ce poème l'anaphore de la formule à même, répétée 6 fois, qui imprime son rythme itératif au poème et qui renforce la dimension pathétique de la litanie. Le sang, comme je le disais, est l'élément central du poème, et le rythme binaire de celui-ci rappelle même le battement cardiaque. Dans le premier vers, la valeur tragique du fleuve de sang est assez explicite. Après cela, après le fleuve, vient le soleil brisé, qui est une image récurrente de la poétique césarienne. Cette association du soleil et du sang rappelle, par exemple, le célèbre vers d'Apollinaire dans le poème manifeste qu'est Zone, en ouverture du recueil Alcool, soleil, coup, coupé, qui est une image qui innerve véritablement l'imaginaire césarien. En 1948, le poète reprend d'ailleurs ce vers en tant que titre du recueil qu'il publie juste après Les Armes miraculeuses. Dans le troisième vers, on retrouve la formulation sang de clous, qui est une expression populaire qui désigne la maigreur de qui est maigre comme un clou. Et donc, vidé de son sang et affaibli, le soleil ne vaut plus rien. Ainsi, on voit donc que tous les éléments naturels, le fleuve, le soleil, la terre, sont à l'agonie. Dans le vers suivant, même les bêtes à feu, c'est-à-dire sans doute les lucioles, qui représentent, elles, les êtres vivants, sont victimes de cette atmosphère mortifère et font le choix du suicide. À même le sens du suicide des bêtes à feu. Dans ce poème, les allitérations et assonances sont partout. La sifflante S revient à chaque vers et elle renforce le rythme psalmodique du poème, où les mêmes sons reviennent sans cesse. Sang de soleil, vers 1, par exemple. Sang de sang, vers 3. Sang du suicide, vers 4. Sang incendié, vers 6. Et grâce à ces jeux phoniques et à un véritable travail aussi bien sur le signifiant que sur le signifié, eh bien, le sens et le rythme en viennent à se confondre. On remarque par exemple que le mot incendié est le résultat d'un mélange entre 3 mots, suicide, cendre et feu, tant sur le plan du son que sur le plan du sens. Ensuite, on peut dire à partir du vers 4 que l'on rentre dans la seconde partie du poème, où apparaissent de nouvelles images de purification et de régénérescence. On retrouve par exemple la cendre et le sel, qui sont toutes deux des substances minérales issues d'un processus purificateur. Et ainsi, la terre qui saignait semble porter à nouveau en elle une forme d'espoir. Et cet espoir se concrétise ensuite dans le vers suivant, avec l'apparition de l'oiseau-feu, c'est-à-dire du phénix, qui est symbole de résurrection. Enfin, dans les 2 derniers vers, le poème s'achève sur une exhortation, hérons et faucons, montés et brûlés. L'ascension verticale de ces oiseaux que le poète somme de monter et de brûler peut être interprétée comme un retour vers le soleil, comme une renaissance après la déchéance du début de celui-ci, enfin du début du poème, pardon. Et par ailleurs, cette apostrophe qui achève ce poème nous rappelle également l'apostrophe de Rimbaud dans le poème Déluge, qui ouvre les Illuminations, où le poète voyant affirme « Eaux et tristesse, montez et relevez les déluges ».
Donc j'arrive donc au terme de cette traversée de la vie et de l'œuvre d'Aimé Césaire. Pour conclure, j'aimerais tout simplement vous lire cet extrait de Frère Volcan de Daniel Maximin. Ce sont quelques phrases qui condensent, selon moi, de façon assez remarquable et non pas sans poésie, tout ce que j'ai essayé de vous partager aujourd'hui au sujet de Césaire. Alors, je vais les lire pour terminer. Par chance pour toi et pour nous, tu avais découvert quelque chose, heureusement, qui t'a sauvé. Tu as découvert la liberté de l'art, la fraternité de l'art, la puissance créatrice de la poésie. Tu as découvert la liberté de l'écriture. Tu as découvert la liberté de la poésie. Tu as découvert le fait que, dans ces langues qui étaient toutes des langues impériales, l'anglais, le français, l'espagnol, le portugais, tous les grands impérialismes sur Terre tournent autour de ces 4 langues-là, la poésie pouvait et devait les libérer des prisons de leur sens propre et de leur sens unique comme des impasses. Et tu as appris, heureusement pour toi, tu as appris que la liberté de l'écriture, la liberté de la poésie, la liberté de la prophétie, la liberté de l'épopée pouvait libérer la grammaire, pouvait libérer la syntaxe. Tu as affirmé fièrement, j'ai inventé mon vocabulaire et j'ai forgé ma mythologie. Tu es devenu poète et tu es devenu ce que tu es, Orphée noir, parce que tu as rencontré par chance et par l'acharnement de ta quête l'amour fou de la poésie. Aimé Césaire, parole due. Alors merci à tous pour votre écoute et pour votre attention. À présent, il nous reste un petit peu de temps pour la discussion et je serai ravie de répondre à toutes vos questions éventuelles. Merci, merci à toi, Olivia. C'était vraiment très très complet, hyper riche. Donc c'est un peu toujours difficile de condenser et puis de rebondir là-dessus. En tout cas, j'ai découvert plein de choses pendant ta conférence. Notamment, merci pour les écoutes. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vais vite repartir en grande grille. Voilà. Merci pour les écoutes. C'était assez génial d'entendre la voix, notamment de Damas lire Césaire, notamment dans l'attention portée à la diction, un scrupule de la langue française, de sa prononciation, des rimes, des liaisons, faites avec aussi une grande éloquence qu'on retrouve en fait dans la poésie, d'ailleurs plus peut-être de Césaire que de Damas même. Et donc c'était hyper intéressant, je n'avais pas du tout idée qu'on pouvait trouver des documents comme ça, donc merci beaucoup si tu pouvais mettre le lien ou tout ça de l'enregistrement, je serais curieux de pouvoir l'écouter à nouveau ou de le faire écouter quand je parlerai de la poésie de Césaire à l'avenir, parce que c'était vraiment très intéressant. Alors ça, pour ce qui est du moment où Césaire parle de breton, ça c'est disponible sur YouTube. Par Ouais. contre, la lecture de Damas, elle vient d'un CD en fait qui s'appelle Les Grandes Voix du Sud en 2 volumes. Donc il y a un volume qui porte sur Léopold Sédar Senghor et d'autres poètes dont j'ai oublié le nom, et un deuxième volume sur Césaire avec de nombreux entretiens avec Léon Gontran-Damas. Donc je les transférerai sans problème si j'arrive à le. Merci beaucoup. Et puis oui, ou même de donner la référence, parce que du coup, j'imagine qu'il doit y avoir vraiment plein de choses hyper intéressantes là-dedans. Je vois Victor opiner du chef. Mais du coup, merci beaucoup pour ça. J'étais aussi très heureux de voir au tout début de ton exposé, et c'est revenu à la fin l'importance de la fraternité. Et de ce mot qui avait ouvert un peu le séminaire, donc avec le propos d'Éluard sur la fraternité, sur la fraternisation, de voir aussi tous ces poètes qui ont été assez proches du mouvement communiste, de voir comment l'idée de fraternité a pu circuler et puis a pu donner du sens à leur œuvre poétique. C'est toujours assez touchant dans une conception de la poésie qu'on imagine plutôt élitiste, plutôt centrée sur une personnalité créatrice unique, de voir cette importance du concept de fraternité, de voir comment il a circulé tout au long du XXe siècle. Je trouve ça hyper intéressant. Alors, j'avais peut-être une ou deux questions, et si d'autres en ont, qu'ils lèvent la main pour les poser aussi, ce sera
Ce sera vraiment très plaisant. Bah, alors, je vais commencer. Pour une fois, c'est pas moi qui vais ouvrir. Victor, tu peux poser ta question, s'il te plaît? Merci, merci Olivia pour cette heure et quart là, d'abord de biographie, puis de texte et de lecture. C'est vrai que les enregistrements étaient particulièrement intéressants. Alors, est-ce que c'était la voix de Damas? Oui, Euh, c'est ça. Oui, oui, c'était assez intéressant, vraiment très intéressant. Et j'ai noté du coup la référence, les grandes voies du Sud. Ouais. Merci. Oui, je voulais dire, parce que du coup tu as étudié les armes miraculeuses, que j'ai un peu étudié aussi, euh, et qui bizarrement, tu l'as dit, est le texte le moins lu, le moins aimé aussi, il faut le dire. Les gens n'aiment pas particulièrement les armes miraculeuses. Et d'ailleurs, je suis assez surpris parce qu'ils le taxent d'élitisme, alors que moi, la mineure me semble plus difficile à première lecture. Est-ce que tu as une explication à cet échec? Parce que faut dire que c'en est un. Alors oui, il y a la publication en Seconde Guerre mondiale qui aide pas, mais même après, c'est même considéré pour certains comme un texte raté, alors que pourtant c'est quand même, à mon sens, le texte le plus riche et le plus puissant. Mais est-ce que tu as des explications ou des hypothèses sur cet échec des armes miraculeuses? Bah, oui, pour formuler une hypothèse, je pense que ça vient peut-être d'un biais de la critique qui, après le cahier, avait enfin, une idée précise finalement de ce qu'était la poésie de Césaire, une poésie engagée, parce que même si le cahier est avant tout un poème, c'est aussi, comme le dit Breton, un poème à sujet. Et donc, peut-être qu'il était plus difficile pour les lecteurs de retrouver les thèmes qu'ils attendaient dans ce recueil-là, qui, comme je le disais, se rapproche plutôt de la veine surréaliste. Et c'est sûr qu'on applique plus difficilement des grilles de lecture prédéfinies aux arts miraculeuses qu'au cahier peut-être. Petite hypothèse. Une Pourtant, autre. Ouais, vas-y, pardon. Pourtant, c'est vrai que le surréalisme avait le vent en poupe à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, donc c'est vrai que ça m'étonne aussi que ça n'ait pas marché du point de vue littéralement poétique, parce que même si c'est pas de la poésie à thèse, c'est quand même de la grande poésie, et je comprends pas que ça n'ait pas fonctionné, quoi. En fait, peut-être que justement, en 1946, le surréalisme enfin, a pas tant le vent en poupe que ça d'un point de vue stylistique. C'est-à-dire que ce qui a fait la richesse de la poésie surréaliste dans les années 30, dans les années 20, dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale, les poètes surréalistes se sont plus démarqués par une sorte donc par ce qu'on a appelé la poésie de la résistance, qui avait une vocation à beaucoup plus de simplicité, d'efficacité et d'éloquence immédiate. Et peut-être qu'en fait, les armes miraculeuses euh, ne répondait pas à cet horizon d'attente qui était celui de la poésie dans les années 45 en fait. Parce que si c'est publié entre 41 et 46, donc c'est publié à peu près en même temps que, je sais pas, que les poésies de la résistance d'Éluard, que certains poèmes d'Aragon. Et en fait, cette esthétique-là d'Aragon, d'Éluard à ce moment-là, elle n'est plus rigoureusement surréaliste et il faudra attendre peut-être les années 55-60 pour retrouver une poésie surréaliste, enfin un second élan de la poésie surréaliste. Donc peut-être en fait que ces armes miraculeuses, dans cette poésie qui a résisté et qui sort de la Deuxième Guerre mondiale, arrive dans une certaine mesure à contretemps et donc ne trouve pas son écho poétique au moment où elle sort et souffre peut-être depuis de ce contretemps alors que sans légitimité poétique mais juste par ouais voilà c'est ça un contretemps. Je pense que voilà c'est un peu comme ça peut-être qu'on pourrait trouver un sens à ce relatif échec. Bah, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Léo. Césaire, finalement, s'intéresse, comme tu dis, au surréalisme à contretemps, puisque alors qu'il est à Paris et que le mouvement est en train de prendre naissance, ben, il est plongé dans ses cours et dans la préparation du concours de l'ENS. Et donc,
eh bien, ça n'intéresse pas du tout. Et pourtant, c'est bien plus tard, comme Sartre le dit, quand Breton est en visite à la Martinique, qu'il rejoint le mouvement un peu par hasard, finalement. Après, en 46, il y a aussi les feuilles d'hypnose qui sortent et qui, eux, pour le coup, ont eu un très grand succès, alors que l'esthétique est autant, voire plus rigoureuse. C'est ça qui me pose question aussi, c'est-à-dire comment on peut aimer au même moment les textes de Char qui sont quand même assez obscurs et passer à côté de Césaire. Bah, peut-être justement parce que les feuillets d'hypnose parlent de la Seconde Guerre mondiale. Oui, oui, c'est vrai, en fait. C'est vrai. Et en fait, donc même si dans le style, ils ne s'inscrivent pas dans la rhétorique de la poésie de la résistance, en revanche, dans leur sujet et par l'existence même de René Char, on est dans ce que la poésie a de plus résistance. Donc, qui parmi ceux qui admirent la poésie de René Char ont vraiment compris à ce moment-là son hermétisme, sa grande complexité, c'est une autre question. Mais en effet, pour le coup, il y a beaucoup de René Char. Enfin, on sent du René Char aussi dans la poésie de Césaire. Il y a des grandes filiations, et ça, c'est quelque chose que ta conférence a permis de mettre au jour, et je pense qui est assez frappant, c'est à la manière dont, pour reprendre sa métaphore de l'accumulation, Césaire a digéré les poètes français, les plus grands poètes français du XXe siècle qui correspondaient le plus à sa recherche verbale. La manière dont il a su digérer Apollinaire, dont il a su digérer Saint John Perse, René Char et peut-être aussi Lautréamont. Enfin, à la fois, ce que je trouve vraiment admirable dans son œuvre, c'est à la fois qu'on sent la présence de ces grands poètes français et à la fois on ne sent jamais du plagiat ou de la copie. On sent une poésie toujours personnelle. Et je trouve ça vraiment, vraiment admirable. Et ce qui en fait vraiment un grand poète français à mettre dans la même constellation que ces poètes à la fois singuliers, extrêmement riches. Mais du coup, cette richesse, elle a peut-être été moins perçue parce qu'en 46, l'heure était à la résistance plutôt qu'à l'affirmation de la négritude ou de ces questions-là, en fait. Je pense que c'est quelque chose qui s'explique comme ça et peut-être qui explique aussi le succès de recueils parus plus tard dans les années 55, 60 et qui donc là trouvent avec la décolonisation un écho dans l'opinion publique beaucoup plus fort en fait. Ouais. Puis, de toute façon, souvent, les bons poètes sont souvent anachroniques, hein. Ils sont souvent en décalage. Donc, Oui, oui. c'est bien aussi, paradoxalement. Et du coup, merci Olivia d'avoir centré sur ce recueil, en fait, d'avoir redonné une exposition à ce recueil. J'avais une autre question qui, c'était à propos de ce que tu avais dit sur sur la poésie exotique, donc sur le refus de l'exotisme, en disant que Césaire cherchait à se démarquer donc de la vision que les Européens pouvaient avoir de lui. Et du coup, en fait, et la phrase qui venait exprimer ça, c'était la poésie, donc en détournant Nadja, sera cannibale ou ne sera pas, donc la phrase de Suzanne Césaire. Mais du coup, en fait, j'ai l'impression que c'est même pas qu'il cherche à se détourner de cette image, c'est plutôt qu'il cherche à la retourner, en fait. C'est-à-dire que le positif, l'exotique, il va le tourner en négatif et en une sorte en refus du calme, de l'apaisement, du farniente africain. Et qu'en revanche, ce qui va être dans la bouche de l'Européen, l'insulte stigmatisante, l'insulte raciste, donc le cannibalisme, la violence, le primitivisme, va être aussi retourné en force propre, en force personnelle. Et donc, voilà, c'était plutôt un mécanisme d'inversion que de détournement, j'avais l'impression, dans la pratique poétique.
Oui, c'est vrai que ce que tu me dis me semble très juste. Je pense par exemple au début du cahier d'un retour au pays natal, où alors que les Européens ont en tête, comme tu dis, bien les beaux paysages de la Martinique, les plages, etc., Césaire, lui, s'attache à montrer une ville gangrénée, rongée par la maladie, une ville, presque une ville sale où il s'ennuie. Et voilà, c'est pas ce qu'on attend d'un poète des Antilles, je pense. Et puis après, oui, il y a cette requalification comme je disais, de tous les damnés de la terre, et enfin voilà, il offre une dignité nouvelle à tous ceux dont il se fait le représentant. Donc oui, tu as raison, c'est vraiment une inversion. Et du coup, est-ce qu'on sait si comment dire, l'anecdote sur la Martinique est vraiment vraie? Est-ce qu'il y a vraiment une île en Yougoslavie qui s'appelle Martiniska? Parce que là, du point de vue de l'inversion, c'est quand même assez fantastique tu poses le cahier d'un retour au pays natal et dans la génétique, tu annonces que en fait le pays natal il a été entreaperçu d'une fenêtre en Yougoslavie. Enfin, c'est assez génial comme anecdote. Enfin, C'est ça, mais il me semble que c'est vrai parce que déjà, il le répète au cours de plusieurs entretiens. Alors, ouais. sauf si c'est pour vraiment entretenir un mythe forgé de toutes pièces, voilà, je pense pas. Mais en revanche, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, certes, il commence à écrire le cahier voilà, en Yougoslavie en 1935, mais après, c'est une écriture qui se fait de 1936 à 1939 avec un retour effectif en 1936. Donc, D'accord. il y a une part de fictionnel, de fantasme et une part de réalité également. Ok. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'en ai peut-être encore une ou deux petites de détails. Euh, alors, bon, en attendant que d'autres en trouvent, moi c'était une question. Genre, tu disais que Césaire s'était essayé aussi au style théâtre, enfin au genre théâtral pour essayer d'avoir un genre plus populaire. En fait, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce il a mis en scène vraiment avec des metteurs en scène connus ou moins connus certaines de ses pièces ou ce sont restés des textes Mm. Bah, alors, je ne suis pas spécialiste du théâtre de Césaire, je m'y connais peu, mais oui, il y a des pièces qui ont été montées, par exemple la tragédie du roi Christophe, qui a été beaucoup jouée en Afrique, il me semble. Après, je ne me souviens pas des noms précis des metteurs en scène, mais ça a été un succès quand même assez important qui a donné un deuxième souffle à son œuvre pour des personnes qui peut-être ne s'étaient pas essayées à sa poésie. Enfin, en tout cas, on doute pas qu'il est. Enfin, moi, pour le coup, j'en ai jamais lu. Je suis assez curieux du coup, mais on doute pas qu'il ait trouvé aussi dans l'expression théâtrale une source pour son talent, parce que, enfin, avec l'explosivité, avec la force de frappe de sa poésie, il y avait là aussi de la matière vraiment à faire du théâtre. Alors, je sais pas dans quelle mesure il se sera à nouveau, il aura à nouveau puisé dans le style claudélien ou s'il avait fait quelque chose de très différent dans le style. Mais en effet, on l'imagine bien écrire du théâtre aussi, je trouvais. Donc, je ne savais pas du tout qu'il s'y était essayé. Alors, sinon, donc, d'autres questions? Je laisse un peu de temps, sinon, voilà, merci à toi, Olivia, pour vraiment ce moment très très riche et très intéressant sur la vie autant que sur l'œuvre d'Aimé Césaire. Est-ce que pour conclure, il y aurait un texte qui te plaît particulièrement, que tu aurais envie de nous lire comme ça à la débeauté, au débeauté pour conclure cette séance? Comme on a un peu de temps, l'idée de terminer sur un texte me plaît bien, mais je te prends peut-être au dépourvu là. Je sens le. Que j'ai intégré à la présentation mes poèmes favoris qui sont finalement ceux où il rend hommage. Enfin, tu parlais de fraternité, moi les poèmes à Léon Gontran Damas, le poème à Fanon sont des poèmes que j'aime beaucoup alors qu'ils sont simples et voilà, sont peut-être pas les plus aboutis poétiquement, mais j'aime beaucoup voilà cette idée d'hommage.
Après, c'est un texte qui n'est pas d'Aimé Césaire, c'est celui par lequel j'ai terminé et que je suis en train de lire. Mais Aimé Césaire, frère Volcan de Daniel Maximin, j'aime vraiment beaucoup parce que finalement, on a presque l'impression de lire un poème tout au long de ce livre qui ne se présente pas comme tel. Alors, si vous voulez, je peux vous en lire un extrait ou Ah autre bah, chose. oui, avec plaisir. Alors, il faut que je l'attrape. Hop, voilà. Je regarde un peu. Hein. Vous l'aurez peut-être compris, mais c'est l'écrivain, journaliste qui a réalisé l'entretien de 1982, intitulé lui-même La poésie, parole essentielle, donc, dont je me suis inspirée pour intituler cette conférence. Et... Ah oui. Vu que j'ai pas énormément évoqué les figures historiques qui ont inspiré Aimé Césaire, mais voilà, on va en entendre parler ici. Aimé Césaire ici a commencé par le vrai commencement, c'est-à-dire par la Révolution antillaise, sœur jumelle de la Révolution française, avec tous ses héros haïtiens, Toussaint, Dessalines, Christophe, et leurs frères martyrs de Guadeloupe, Delgrès, Ignace, la mulâtresse Solitude. Le roi Christophe a marqué les esprits d'emblée, car cette pièce a su mêler l'histoire la plus ancienne des origines du monde moderne, en 1789, à l'actualité la plus immédiate des premières années de la décolonisation. Alors, bon, je me rends compte à la lecture que ce n'est pas le passage le plus poétique, mais il est intéressant parce que il mentionne Haïti et l'importance primordiale du mythe haïtien, du mythe de cette révolution noire qui répond aux révolutions françaises et américaines à la fois dans l'imaginaire du poète. Et c'est un sujet qui m'est assez cher parce que mon mémoire de Master 2 portait sur l'œuvre de Yannick Lahens, qui est une romancière contemporaine haïtienne. Et voilà, l'expérience haïtienne est vraiment un geste fondateur aussi bien pour Césaire que pour tous les poètes des Antilles. Donc voilà, toujours bon de revenir à cette histoire. Merci. Merci. Oui, c'est ce que tu as dit à propos des poètes, donc des poèmes que tu as cités. C'est vrai que c'est très, très touchant de voir donc, à chaque fois ces noms qui s'affichent en gros dans le poème, de redonner vraiment dans le dialogue une place à ses amis, à ses camarades en fait de lutte ou de poésie. C'est toujours, je trouve aussi très touchant de voir cette présence des autres dans la poésie et de voir ce besoin d'inscrire l'autre dans sa propre poésie et donc ce faisant de créer dans le texte une communauté. Ouais. Et donc, oui, tu voulais dire? Oui, c'est ça, et d'autant plus qu'il rend hommage à des figures face auxquelles on l'a parfois opposé, comme Fanon. De nombreuses personnes se sont servies de Fanon pour décrédibiliser Césaire, alors qu'en réalité, le geste de Fanon ne peut pas avoir lieu sans le geste antérieur de Césaire, c'est-à-dire, certes, il faut dépasser la négritude, comme dit Fanon, seront libérés noirs et blancs qui se seront défaits de la tour substantialisée du passé, mais ça ne peut être fait qu'après l'affirmation positive de cette négritude, dans la mesure où elle avait été totalement, je trouve plus mon mot, mais Bafoué par les. Oui. Oui. Et d'ailleurs, on sent que dans l'extrait que tu nous avais lu, on sent que Césaire est conscient de cette dialectique et du caractère inaugural de son premier mouvement poétique par rapport à ce qui a suivi. Donc oui, en effet, inscrire Fanon, c'est lui reconnaître aussi la place dans la dialectique de la négritude telle qu'elle a pu se déployer à partir de Césaire ou à partir de Damas et à partir de ceux qui les ont précédés et qui a continué ensuite.
Eh bien, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, c'était une autre petite communauté de personnes qui t'ont écouté. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a toujours des personnes pour venir nous écouter, malgré le beau temps, malgré le confinement qui se prolonge. Ça fait vraiment plaisir. Alors, on espère que les dernières conférences pourront peut-être avoir lieu en présence à l'ENS. Ça, c'est pas encore donné. Mais on croise les doigts. Là, il va y avoir une petite pause. La prochaine sera dans à peu près un mois, un peu plus d'un mois, le 25 mai sur Desnos. Donc la deuxième conférence qui avait été décalée. Donc il y avait eu la première sur Tarkos et Savitskaya qui avait eu lieu fin mars. Et celle sur Desnos qui devait avoir lieu en décembre, qui aura lieu donc en mai, le 25 mai. Donc je vous retiendrai au courant d'ici là. Et en attendant, merci encore une fois, Olivia, d'avoir pu nous parler de Césaire comme cela, de nous avoir partagé son œuvre et sa vie. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de soirée. Merci à tous ceux qui nous remercient et qui ont pu assister à cette conférence. Et j'espère vous retrouver bientôt. L'enregistrement qui, cette fois-ci, j'espère, aura bien fonctionné, devrait paraître parce que la dernière fois, on a eu un problème technique. Donc là, j'espère que ce sera bon. Et d'ici là, encore une fois, passez une bonne soirée. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Merci. À toi aussi, Victor.